Je le disais, Maître Guy Bertrand, avocat, libre-penseur, auteur, activiste politique, qui lance le premier tome de 3 de son autobiographie « Tu seras toujours un mal-aimé, mon fils ». En entrevue, c'est maintenant. Maître Guy Bertrand, bonjour. Pascal, comment allez-vous? Très bien. Merci infiniment de vous arrêter chez nous pour cette entrevue. Vous savez, Maître Bertrand, je vous suis. Je pensais très, très, très bien connaître Maître Guy Bertrand. Puis c'est pour ça que je le voulais en entrevue, parce que avec ce premier tome de 3 de votre autobiographie, Maître Guy Bertrand, on en découvre des choses concernant le Bloc dans les années 70, cette relation avec Daniel Johnson père. J'allais presque dire, Maître Guy Bertrand, qu'est-ce qui vous a décidé à lancer donc ces 3 tomes et le premier, puis en même temps de vous dire, il était peut-être un peu temps. Vous en avez fait des choses, Maître Guy Bertrand? Écoutez, quand j'ai rencontré l'éditeur, parce qu'il y a 3 maisons d'édition qui étaient intéressées, celui qui l'a publié, c'est un spécialiste dans les affaires d'histoire et il n'a jamais publié de biographie. Et il est venu me voir au bureau, puis il dit, « Monsieur Bertrand, je vais faire une exception parce que votre livre, c'est l'histoire, c'est l'auteur à travers l'histoire. Vous êtes un témoin vivant de l'histoire. » Du premier tome, évidemment, c'est les années 60, 70, 60. On arrête en 72. Deuxièmement, il dit, « Ce que j'aime de votre livre, » là, je vous cite qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'il a été interrogé à TVA, mais ils ne l'ont pas passé son petit bout. Tout est corroboré. Tout ce que je dis, je voulais pas faire un livre où on raconte souvent, dans les biographies, on augmente nos qualités puis on diminue nos défauts. Moi, j'ai dit à la personne qui m'a aidé, le collaborateur, qui est une personne qui vient de Suisse, qui a accepté de fouiller dans mes archives, j'ai dit, je veux que tout soit corroboré. Donc, dans le livre, il y a beaucoup d'images, des coupures de presse, on fait parler les auteurs de l'époque, les journalistes. Donc, c'est corroboré. De sorte qu'il n'y a pas de place beaucoup aux mensonges. Troisièmement, j'ai voulu ne pas plaider. Je ne me juge pas, je ne plaide pas, je laisse le lecteur voir si j'ai raison ou si j'ai tort, mais moi, je commence pas à dire j'avais raison de faire ci, de faire ça. En ce qui concerne le titre, c'est sûr qu'on avait une 50aine de titres, mais à un moment donné, j'ai un dialogue avec mon père, et puis le titre est venu subitement, on avait 4-5 conseillers au bureau. Puis, à un moment donné, c'est vrai que mon père m'a dit, mon fils, tu seras toujours malheureux dans ta vie parce que tu vis toujours en avant de ton temps. Tu arrives avec toutes sortes d'idées, puis les gens vont penser que tu es fou. C'est farfelu, tout ce que tu proposes, parce que c'est vrai que j'étais dans beaucoup de choses. Et puis, alors il dit, tu seras un mal-aimé. Et là, je lui dis, papa, tu me demandes, oui, je te demande d'être heureux avec ta femme, tes enfants, puis tu seras un bon avocat, puis tu vas pouvoir faire une vie heureuse. Mais si tu t'en vas dans tous ces projets que moi je trouve un peu fous, et dit, tu seras un mal-aimé. Alors je lui ai dit, dans le fond, vous me demandez, papa, je vous voyais, on vous voyait à nos pères à ce moment-là. Vous me demandez de renoncer à ma personnalité et de ne pas faire ce que je pense que je pourrais faire. Oui, mais j'ai dit, quand je ferai des choses qui sont belles, exemple, je me bats pour l'indépendance, puis j'avais toutes sortes de projets dans mes causes, puis bon. Mais il dit, le jour où tes projets se réaliseront, tu ne seras plus l'auteur. Les gens ne diront jamais que ça vient de toi. Donc, tu vis en avant de ton temps, puis quand ça va arriver, ça ne viendra jamais de toi. Alors, je lui ai dit, papa, je vais choisir d'être moi-même. Et on verra si vous avez raison. Et plus tard, on va le voir plus dans le volume 2 puis dans le tome 3 qu'effectivement mon père avait raison. Parce que la souffrance du mal-aimé, je me plains pas dans mon livre, mais je mets les faits sur la table. Vous avez l'exemple avec le Bloc québécois. Le Bloc québécois, c'est 2 ans de travail et avec des gens extraordinaires, que ce soit Mathias Rioux, Louis Ounéa, des gens qui ont été ministres dans le Parti québécois plus tard, mais beaucoup d'autres personnes de la CEQ, un peu partout, je ne peux pas tous les nommer, sont dans le livre. Et jamais que personne n'a pensé reconnaître que ça n'a pas été fondé
en 1992. Non, parce que c'est effectivement dans les années 70, et c'est vous qui l'avez fait enregistrer devant la Cour supérieure, le nom. Exactement. Dans ce temps-là, pour protéger nos droits. Oui. C'était devant la Cour supérieure, puis personne ne pouvait l'utiliser, le nom. Et quand M. Bouchard, en 92, a démissionné pour... il m'a demandé, on s'est rencontrés à Québec, c'était un ami, de toute façon, il est venu manger chez moi avec sa conjointe. Puis je lui ai suggéré, ou c'est lui qui me l'a proposé, parce qu'en 1971, Lucien Bouchard était journaliste, puis il a écrit des longs papiers sur l'Union nationale, sur le plan secret de l'Union nationale. Alors, je l'avais connu parce qu'il m'avait téléphoné pour vérifier si c'était exact qu'il y avait un plan secret pour faire l'indépendance. Et alors, j'ai dit à M. Bouchard, oui, vous pouvez prendre le nom, je vous le cède. Et c'est comme ça qu'il a pris le nom, puis ça s'est continué. Et croyez-le ou non, les journalistes à la tribune de la presse, M. Laforêt, Alain Laforêt, de TVA, m'a dit, écoute, Guy, je connais depuis un certain temps, il dit, il n'y a personne à la tribune de la presse, à ma connaissance, qui savait ça. Non. Alors... c'est ce que je vous disais tantôt quand je vous disais je pensais bien vous connaître et être capable de connaître les principaux faits d'armes et tout, et les dossiers dans lesquels vous êtes intervenu. Il a raison, et c'est un fait. Et vous parliez tantôt de ce plan secret pour l'indépendance du Québec. C'était une demande expresse du chef de l'Union nationale, Daniel Johnson, père, là, vous étiez exactement, impliqué. J'avais 25 ans. Ouais. Et M. Johnson avait une très grande confiance en moi. Puis il m'a demandé si je voulais agir comme coprésident des Affaires de la Nation. Puis je raconte là vraiment des confidences qu'il m'a faites personnellement, comment il voulait arriver à faire l'indépendance. Puis il dit, je veux qu'on prépare un plan qui va rester secret. Puis quand je serai premier ministre, je vais le réaliser. Puis malheureusement, il est mort un an après avoir été premier ministre. Et ça m'a beaucoup chagriné. Alors, j'explique tout ça. Puis, je pense que je suis le seul qui a gardé une copie. Il y en avait 30 copies à l'époque de ce plan-là. Marcel Mars c'est lui qui était le grand patron des commissions, Marcel Mars. Et je vous dirais que 75% de ce qui est écrit là, même ma famille ne le sait pas. Non. Ma femme ne le sait pas non plus. Ma femme n'a pas lu le livre. Elle va le découvrir lors du lancement le 25. J'ai pas voulu qu'elle le lise. Parce qu'il y a des choses absolument secrètes que je n'ai jamais révélées à ma famille. Vous ne l'avez pas non plus, le livre, mais non. Donc des événements marquants dans ma vie. Écoutez, je peux vous en dire un petit bout, là. J'ai même rencontré la CIA, moi, quand j'ai été avocat là, lors du samedi de la matraque. Oui. J'ai été avocat de gens du FLQ. Lors de la crise d'octobre, et je pense que ma ligne était tapée parce que puis j'étais suivi. Je devais être arrêté. Donc, je vais raconter dans mon livre les téléphones que j'ai fait au sous-ministre lors de la crise d'octobre pour savoir pourquoi ils ont arrêté un stagiaire à mon bureau. Puis moi, on m'a pas arrêté, mais je l'avais pas dit à mon épouse non plus parce que j'avais 3 enfants à l'époque. Je voulais pas non plus l'apeurer avec ça, mais il y avait des gens qui surveillaient ma maison. J'ai dû appeler la police pour... en fait, j'ai utilisé beaucoup de ruses, mais je ne veux pas vous en dire plus, là. Mais vous allez voir aussi que quand j'étais à l'université, c'est là qu'a commencé mon goût pour les grands discours, les grands orateurs comme M. Lesage, Jean Lesage, puis d'autres... comme Antoine Rivard, c'était mes maîtres. C'est comme ça que j'ai pris le goût de faire des discours éloquents. Donc, à l'université, par exemple, vous allez découvrir que j'étais membre de la Société canadienne d'hypnotisme. Je voulais hypnotiser puis utiliser le magnétisme pour que ça m'aide devant les jurés. Après ça, j'ai donné des cours de danse à l'université pour payer mes cours. J'ai fait 3 ans de télévision. J'étais sur l'équipe de basketball de l'Université de Sherbrooke, puis j'ai participé au débat oratoire. Donc ça, c'est la partie à l'université, mais qui va vous faire découvrir que j'avais la passion de toucher à tout et de vouloir être le meilleur dans tout. Je le dis, je le confesse, j'étais très ambitieux. Et quand j'ai commencé à pratiquer le droit,
je voulais être le meilleur dans toutes les disciplines du droit. Mhm. Je voulais faire jurisprudence autant en droit constitutionnel qu'en droit civil, qu'en droit criminel. Écoutez, puis j'ai toujours demandé à mes avocats qui travaillaient pour moi, si vous voulez travailler ici, vous allez faire toutes les sortes de droits. Puis, c'était dans... Puis de toujours défendre le malheureux de la société, le plus petit, mais ça m'obligeait à attaquer les grands de ce monde. Les gouvernements, je l'explique aussi, tout le pouvoir abusif de l'État, des corporations, des policiers. Je me faisais des ennemis dans le barreau. J'ai été poursuivi par le barreau, ça va venir dans mon tour numéro 2. J'ai jamais été, comment je pourrais dire, très apprécié par ma corporation parce que je faisais mal. Je dérangeais, mais c'est ça que j'avais dit à mon père. J'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie de bousculer la société, de bousculer l'ordre établi. C'est là qu'il m'a dit, mon fils, tu seras toujours mal aimé. Tu vas juste avoir des ennemis autour de toi. Et tu vas sentir la... Puis je l'explique à la fin du premier tome. Je commence à l'expliquer que j'ai découvert que mon père avait raison quand j'ai commencé à bousculer le Parti québécois, même si je l'ai fondé avec M. Lévesque, puis M. Lévesque est venu chez moi. On s'est rencontrés avec Robert Bourassa pour l'indépendance. Vous allez voir un dialogue avec ma femme qui a voulu convaincre Bourassa de se mettre avec M. Lévesque pour l'indépendance. Mais j'ai commencé à être en désaccord avec M. Lévesque sur le nom du parti. Puis après ça, sur le choix du comté où il voulait que je me présente. Et plus tard, sur le Bloc québécois. Et c'est là que j'ai vu que dès qu'on confronte l'autorité, il faut accepter de se faire un peu détester puis d'être le mal-aimé. Donc, de fil en aiguille, c'est ça qui a amené M. Laforêt, quand il m'a interrogé sur mon livre. Il a parlé de Martine Ouellette et puis du Bloc québécois parce que c'est un chapitre important dans le livre, c'est le dernier chapitre. Puis c'est là que je lui ai dit pourquoi que je l'aimais. Je la connais pas, mais c'est une femme passionnée. Puis c'est une femme qui va être mal aimée parce qu'elle se bat contre l'establishment indépendantiste, du mouvement indépendantiste. Puis ça me touche au cœur. Je vous le dis, là, ça me touche. Moi, les gens sur qui on frappe comme ça, quand tout le monde m'a frappé sur quelqu'un, vous êtes sûr d'une chose, vous allez me trouver là. Je vais le défendre. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, c'est dans mon livre. Un petit gars qui avait des grandes oreilles, puis tout le monde le ridiculisait à l'école. Et puis, j'ai pris sa défense. Puis là, ils ont sauté sur moi. Puis je suis arrivé chez moi ensanglanté. Puis c'est là que j'ai demandé à mon père, qu'est-ce qu'on fait, papa, pour défendre les gens qui sont maltraités dans la société? Ben, il dit, tu deviens un boxeur ou un avocat. Et mon père est un analphabète. Et donc, mais c'est un monsieur philosophe. Il est devenu maire de son village. Et personne ne pouvait imaginer qu'il était analphabète. Là. Il parlait au ministre Jean Lesage, puis il parlait au premier ministre Duplessis, puis il m'a présenté tous ces gens-là. Mais mon père, je l'ai su plus tard, qu'il était analphabète. Mais donc, c'est là que j'ai dit non, je vais faire un avocat, je ne vais pas faire un boxeur. Et donc, je raconte ça aussi, comment c'est venu ce goût de défendre la veuve et l'orphelin, finalement. Dites-moi, question qui est presque obligée, vous connaissant et connaissant ce que vous faites encore aujourd'hui, mais ce qui est arrivé à un moment donné, Maître Guy Bertrand, vous l'avez dit, papa avait raison, je comprends. Ce qui est arrivé à un moment donné, vous avez dit, c'est trop. Je manque de force, il faut que je baisse les bras un peu. Ce qui est arrivé des moments où vous avez eu cette réflexion-là de dire, peut-être que je vais entrer dans les rangs un peu, je suis fatigué. Est-ce que ça vous est arrivé, Maître Bertrand? Peut-être dans le troisième tome, deuxième, troisième tome, vous allez avoir d'autres confidences extrêmement importantes sur quand je suis allé à la Cour suprême pour le renvoi sur la sécession, où j'ai été accusé d'être un traître, j'ai eu des menaces de mort, alors que je faisais ça pour la cause du Québec, pour pas qu'on vive ce que la Catalogne vit aujourd'hui. Moi, je savais qu'on mettrait l'armée dans les rues en 95 avec le référendum, la sécession unilatérale que proposait M. Parizeau. Mais si je vais rentrer dans des confidences plus profondes. Dans le premier tome, j'avais de la peine pour ma femme puis mes enfants. Je sentais que je les négligeais. Ça, c'était le fardeau de ma vie. J'ai eu 4 enfants. J'ai 9 petits-enfants. Et je sais que j'ai pas été très présent, puis j'ai probablement fait souffrir beaucoup. Ma femme, c'est extraordinaire, vous allez voir, ma femme qui est une cytologiste, c'est en médecine, ma femme.
et tout ce qu'elle a fait pour élever les enfants pendant que moi, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Moi, j'avais pas des corporations là, comme clientes, puis des gouvernements, puis tout ça. Alors, c'était difficile de concilier les deux quand j'allais à Montréal faire les réunions pour fonder le Bloc, le Parti québécois, les États généraux du Canada français, faire des discours à Toronto, partout, pour l'indépendance du Québec. Je fais un long détour pour répondre à votre question. J'ai souffert de faire souffrir ma famille. Voilà, ouais. Mais ma femme me disait toujours, c'est sûr qu'on aimerait que tu sois ici. On veut que tu sois ici, mais d'un autre côté, elle savait que j'aurais pas été l'ombre de moi-même si j'avais pas pu aller au bout de mes convictions. C'est une entrevue très intéressante. J'aurais aimé continuer encore plus longtemps, mais je veux absolument qu'on se reparle. Le 25, c'est bien ça, le 25 sera lancé ce livre, Tu seras toujours un mal-aimé, mon fils. Oui. Le premier tome de 3 qui sera lancé le 25. Par la suite, Maître Bertrand, bien sûr, qui sera disponible dans toutes les librairies. J'espère qu'on ne nous fera pas trop attendre entre le premier et le troisième. Non, on a sorti, on est déjà dans les archives parce que tout ce qui est dans le livre est corroboré par des images, des coupures de presse. Bon, mais le lancement, je peux vous dire une chose aussi. Ça va être la première fois au Québec qu'un lancement se fait comme ça. On a créé quelque chose de spécial. On va avoir des artistes, de la musique, de la littérature et de la chanson. Donc, ça va être émouvant parce que j'ai été pensionnaire, moi, toute ma vie, depuis l'âge de 16 ans, de 6 ans, avec mon petit frère qui avait 5 ans, puis Rosaire, qui est devenu ministre plus tard dans le cabinet Parizeau, ou Landry, je pense, avait 7 ans. Donc, notre mère nous a mis pensionnaires. J'ai jamais vraiment connu beaucoup mes parents. Et c'est sûr que ça va être émouvant là, avec la musique qu'il va y avoir. On va avoir 8 tableaux qui vont être présentés avec les gens vont être assis là. Mais alors qu'habituellement, un lancement, tu es debout avec un verre de vin, puis tu le livres en dessous des bras, puis tu manges avec ta main gauche. Là, ça va être vraiment assis à des tables. Puis, alors, ça se peut qu'on le fasse en direct sur Facebook. Là. Mais vous, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Quand vous aurez lu le livre, je vais demander à mon éditeur de vous en envoyer une copie, puis on pourra faire une entrevue, une autre entrevue, si vous voulez. Ça serait un grand plaisir. On prendra le temps d'avoir une entrevue un peu plus longue et en profondeur, parce que y a tellement de choses intéressantes qui en ressortiront certainement. Merci de votre très grande disponibilité. Guy Bertrand, avocat, libre penseur, auteur et activiste politique. Le premier tome de 3, Tu seras toujours un mal-aimé, mon fils. Merci encore. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Eh bien, voilà, oui. Et on s'occupera effectivement d'avoir cette entrevue un peu plus en profondeur avec ce genre de personne qui a participé à l'histoire du Québec. Je vous le disais, toute allégeance confondue, il faut s'intéresser à ces libres penseurs, ces gens qui sont des activistes politiques, dans son cas, qui a fait beaucoup de choses au niveau juridique également, mais qui l'ont fait par amour pour le Québec.